les gars, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une émission. Donc, quelque part, on va faire les coucous presque en live, puisque nous, on s'est retrouvés il y a quelques minutes. Il n'y aura pas de présentation débile cette fois-ci non plus. Alors là, c'est pas parce que je suis pas inspiré, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. On va essayer de faire une émission relativement courte, mais par contre, elle est relativement dense. Donc, je vous propose qu'on attaque directement. Après vous avoir présenté les quatre chroniqueurs du soir, il en manque un, c'est Fred Lamagate qui a un petit pépin de santé et qu'on salue et qui ne peut pas être avec nous. Mais on a dans l'ordre de mon écran Mathieu Tequi, Jean-Baptiste Auroux, Aurélien Chaperon et Mathieu Guinaud qui vont pouvoir débattre ce soir et présenter un objet à photographier en ce moment. Et on va attaquer tout de suite avec la mise en station. Alors, messieurs, je vous propose aujourd'hui de prendre un peu de hauteur avec un thème qui m'a été inspiré par la lecture de nombreux posts sur les réseaux sociaux. À force d'immersion dans les problématiques techniques inhérentes à la pratique de notre hobby, n'avons-nous pas une petite tendance à oublier la nature même de ce que nous pensons, de ce que nous observons, de ce que nous photographions? Pour résumer, et afin de lever toute incompréhension possible, et je pense notamment à Jean-Baptiste, qui, bien qu'étant un garçon brillant, subit une lourde perte de QI en cas de fatigue intense, l'aspect technique ne l'emporte-t-il pas sur l'aspect philosophique, voire existentiel, lié à l'observation du ciel? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez répéter la question? Qu'en pensez-vous? On a 4 heures, c'est ça? Non, alors là, bizarrement, vous allez avoir 20 minutes, Ouais. 25 max. C'est d'autant plus cruel. Mais pour déjà faire un petit tour de cette interrogation, quand même. Je vais commencer. Alors, je vais être très radical. Moi, je suis très technique et j'observe jamais. J'ai quasiment jamais observé. Et du coup, la poésie, la philosophie, qu'est-ce qu'on observe? En fait, je le regarde, je le visualise, je l'étudie au travers du travail d'image, en fait. Alors, quand je parle d'observation, je parle aussi du fait de l'objet tel qu'on le voit sur la photo, hein. Je ne parle pas simplement de faire du visuel. Euh, je parle vraiment des objets qu'on photographie, les questions que ça peut poser, que ce soit un amas d'étoiles, que ce soit une galaxie, etc. C'est Bah, pour préciser. ta question, ouais, c'est quand j'ai lu l'intitulé, effectivement, première chose que ça m'a inspiré, c'est que c'est quelque chose pour moi qui n'existait peut-être pas forcément avant. C'est-à-dire que les gens qui venaient à l'astronomie, c'est parce qu'il y avait un intérêt de comprendre, il y avait un intérêt d'observer. Voilà, je remonte peut-être à une époque un peu lointaine, mais d'observer avant de photographier pour en savoir plus sur ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Et moi, la question, je l'ai comprise plus par rapport aux gens qui, on avait déjà un peu parlé, je crois, sur une émission, mais qui viennent à l'astrophotographie uniquement pour l'astrophotographie. C'est-à-dire qui voient des images, qui disent, tiens, je veux faire la même chose, et qui s'investissent beaucoup dans le côté technique, dans le côté traitement, dans le côté matériel, et moins sur le côté compréhension des objets. Alors, ça existe, mais j'ai l'impression que c'est relativement marginal. J'ai l'impression que la plupart des astrophotographes sont un peu masochistes aussi et que finalement les problèmes techniques et tout ce qui est technique, au final, on aime autant ça que les objets, que l'étude des objets eux-mêmes. Ouais, on Donc aime les c'est résoudre. pas incompatible déjà en soi. Non, c'est pas incompatible, mais je trouve ça intéressant parce qu'en plus, toi, sur le site Photon Millennium, tu essayes au maximum de parler de l'objet en lui-même. Donc, tu as quand même cette interrogation sur ce que tu regardes, de le comprendre. Mais je vous prends un exemple tout bête, un camarade qui régulièrement vient photographier à la maison quand le climat breton le permet, et qui un soir avait des problèmes de guidage, le nez collé devant son PC sur SGP, et qui comprenait pas pourquoi ça guidait mal, sauf que c'était bourré de nuages au-dessus, mais qu'il avait même pas levé les yeux, en fait. Et ça faisait une demi-heure que ça durait. J'ai vu Ça- quelque chose d'assez significatif. Je ne sais pas ce que les Mathieu en pensent. Ça, c'est le genre de petite erreur enfin, qu'on a tous fait, je pense. Mais c'est vrai qu'après, moi, je rejoins plutôt Aurélien, c'est-à-dire que je vais étudier l'objet après l'avoir imagé. Et c'est un petit peu l'œuf ou la poule, si tu veux, au niveau du traitement, parce que au niveau du traitement, il y avait JB qui avait fait un super laïus, c'était lors d'une autre émission, enfin, c'était pas l'émission, c'était sur AIP, je crois, ouais. où justement, il parlait de la nature de l'objet, et du coup, en fonction des composantes de l'objet, eh ben, il y a certaines couleurs, forcément, qu'on ne pourra pas avoir dedans, et d'autres couleurs qu'il faudrait retrouver.
Et en fonction de ces couleurs-là, c'est vrai que parfois, on va avoir des traitements. Alors, c'est surtout pour du LRVB, qui est censé être un traitement naturel. On devait retrouver certaines couleurs qui étaient parfois chez certaines personnes qui avaient fait des traitements complètement aberrantes. Donc là-dessus, c'est plus là-dessus en fait qu'on vient étudier les objets. Mais c'est vrai que je rejoins plutôt Aurélien. Je les étudie davantage après les avoir photographiés. Voilà. Maintenant, par rapport aux erreurs de guidage que tu as dit, les nuages, etc., euh, je regarde, j'ai la chance quand même d'avoir un ciel correct et du coup, je vais de temps en temps faire du visuel aussi. J'ai un autre appareil que je sors pour faire du visuel et c'est vrai que je le fais plutôt à la belle saison. Voilà, printemps, été, je sors volontiers dehors en plus pour regarder après, en plus de l'imagerie avec un autre télescope. Voilà. C'est le fait de s'intéresser aux objets. C'est pour rebondir sur ce que disait Mathieu, parce qu'effectivement, j'en avais parlé dans un e-learning d'AIP. C'est intéressant en fait dans les deux sens, en fait, de s'intéresser à l'objet avant ou après. Moi, je trouve que l'essentiel, c'est de s'intéresser à l'objet. C'est faire de la photo, enchaîner les photos sans s'interroger un petit peu sur les objets, voir ce qu'il y a derrière et tout. C'est bon, c'est une manière de pratiquer l'astrophoto qui est. Il n'y a pas à juger, hein. C'est du moment qu'on Mais y trouve du attention, plaisir. Il y a aucun Non, jugement voilà, dans ouais, ma du moment question. qu'on y trouve du Je suis bien plaisir, tant d'accord. mieux. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est sympa d'en savoir un petit peu plus sur les objets. Quand on regarde après, ça permet déjà peut-être de trouver des choses sur son image, de voir des choses peut-être qui ne vont pas. C'est tout simplement les gens qui débutent et qui ont des étoiles vertes. Savoir déjà qu'il n'y a pas d'étoiles vertes dans l'univers, ça peut aider déjà à orienter un petit peu le traitement dans certains cas, parce qu'on dit toujours qu'il faut retirer le vert, mais voilà, il y a des personnes qui arrivent avec des étoiles vertes qui savent pas et qui disent oui, les couleurs c'est subjectif. Bah non, les étoiles vertes ça n'existe pas dans l'univers. Ça c'est. Mais ne serait-ce que savoir que telle galaxie, c'est une galaxie à sursaut d'étoiles, qui a beaucoup de régions H2, donc ça peut être intéressant de mettre un filtrage alpha ou qu'il y a comme la galaxie qui est derrière, de savoir qu'il y a un jet, ça permet aussi de mettre un petit peu en avant, de choisir peut-être un peu mieux ses filtres aussi. Voilà, de savoir qu'il y a de l'IFN autour, ça peut être intéressant de le savoir avant, ne Ah, puis serait-ce que pour se dire qu'on va poser un peu plus longtemps. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que ça peut être intéressant. Mais l'essentiel pour moi, encore une fois, c'est de s'y intéresser tout court. Donc si c'est après, c'est après. Et puis si c'est avant le traitement, même, ça peut donner de bonnes directions pour le traitement, en tout cas. Quand on recherche de toute manière une cible, on va regarder sa magnitude, on va regarder sa taille, on va regarder tout ça en fonction de notre setup. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà une recherche en amont qui doit se faire à minima déjà, sans Pour le forcément cadrage, lever et oui. l'étudier en profondeur. Ouais, Mais il y a ne déjà... serait-ce qu'entre une nébuleuse à réflexion et émission, savoir si on a affaire à du SHO, enfin voilà. Bah déjà, oui, c'est sûr, mais ne serait-ce que la première chose, le premier tri qu'on va faire, c'est par rapport à notre matériel, qu'est-ce qu'on peut photographier? Donc, il y a quand même, je pense, chez tout le monde, cette recherche à la base. Après, c'est vrai qu'on peut affiner, en allant regarder quel filtre on peut mettre sur cette nébuleuse en fonction de ses composantes, etc. Nébuleuse ou galaxie ou autre, hein, d'ailleurs. C'est après, au-delà même de l'aspect technique, je n'ai pas l'impression moi, que le fait de se focaliser sur des aspects techniques, pour moi, il y a vraiment deux composantes. C'est-à-dire que quand tu es en acquisition, bah, évidemment, que tu prépares tes acquisitions, tu es obligé de regarder ton champ, de regarder ton échantillonnage, de regarder plein de choses techniques, et puis de tout régler, et puis de faire en sorte que ça se passe bien. Parce que mais au final, est-ce que ça enlève la magie que tu as de dire que les objets que tu regardes, ils sont extrêmement loin, qu'ils sont extrêmement vieux, je pense pas. Je pense que les deux sont pas du tout incompatibles et la preuve, c'est... Enfin, la preuve, il n'y a pas de preuve, mais la plupart des astrophysiciens ou des astronomes professionnels sont toujours... j'ai l'impression, en tout cas quand on leur parle, toujours autant fascinés parce qu'ils ont au-dessus de la tête, alors qu'ils sont vraiment beaucoup dans la technique et dans le calcul. Alors, je me demandais ce que Mathieu Guinaud, toi, tu as fait sur Internet tout un compendium de différents catalogues et de différentes images. On t'a pas entendu encore sur le sujet. Qu'en penses-tu, toi? Ouais, alors,
On a abordé ce sujet lors du dernier e-learning d'AIP, justement, il y a 2 semaines, où je disais que moi, je suis plutôt partisan d'observer ce qui a été fait Pardon Mathieu, vous continuez à me parler des e-learning d'AIP, je demande à Nicolas de nous sponsoriser quand même. Hein. Ouais, bah pourquoi pas. Non mais allez-y. Hein. Ouais. Non mais ceux qui nous regardent et qui ne Euh, connaissent pas, devenez membre, c'est formidable. Mathieu, vas-y. En fait, ouais, moi, je suis assez partisan d'observer ce qui a été fait sur un objet avant le traitement. Alors, pas forcément avant, on va dire quand je fais les acquisitions, tout ça, parce qu'en général, quand je fais des acquisitions sur plusieurs nuits, bah, je suis en train de traiter un objet que j'avais acquis précédemment, donc je suis sur l'autre objet. Mais après, une fois que j'ai terminé mes acquisitions et que je vais passer au traitement, je prends toujours un temps pour observer la nature de l'objet, de me renseigner dessus et voir ce qui a été fait parce que bah, on n'est jamais les premiers à photographier un objet, sauf certains cas assez relativement rares, quoi, mais en général, on n'est pas les premiers. Du coup, bah, je vais sur Astrobin ou je vais sur des sites comme ça et j'essaie de trouver des images qui me plaisent de l'objet, de voir un petit peu comment différents astrophotographes que j'apprécie l'ont traité Mm. et essayer de trouver ce qui est juste, en fait, et ce qui l'est moins. Par exemple, on parlait de présence d'IFN, pour ne pas confondre ça avec des gradients de fond de ciel, et bien, essayer de repérer sur des images qui ont été faites sous des cieux relativement purs, de se dire, bon, bah là, lui, a priori, voilà, ces IFN sont des vrais IFN qui ne sont pas mélangés avec du gradient, quoi qu'encore, ça se discute, mais voilà, on peut comme ça, du coup, récupérer un tas d'informations, des informations colorimétriques aussi sur des amas d'étoiles dans les bras des galaxies, par exemple, bleutées, hein, ou les nébuleuses, comme disait Jean-Baptiste. Voilà, donc ça, pour moi, c'est important, et puis c'est un temps que j'aime bien prendre aussi. Et non pas pour s'inspirer ou pour faire du mimétisme sur la façon dont ont été traités les objets auparavant, mais pour s'en imprégner et ensuite bah, partir sur le traitement en suivant ce qui va venir. Mais en tout cas, en s'étant renseigné auparavant sur l'objet, j'aime bien faire comme ça, ouais. Je pense qu'il n'y a pas là non plus de vérité ou de nécessité. C'est vraiment une approche qui est différente et qui est propre un peu à chacun, quoi. Alors, une question que je n'avais pas trop abordée pour ceux d'entre vous que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans les rencontres avec un astrophotographe, est-ce que le fait de faire de l'astrophotographie ou justement de regarder un objet, que vous soyez content ou pas de votre photo d'ailleurs, mais est-ce que ça vous amène à des réflexions d'ordre philosophique, existentiel, ou alors non, c'est juste savoir si il y a ce qu'il faut comme gradient enlevé, ce qu'il faut comme bruit enlevé, si la saturation est bonne ou pas? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Est-ce que je suis le seul con, quand il photographie une galaxie basée à 27 millions d'années-lumière, à me dire s'il y a un gland là-bas qui a un télescope assez puissant pour observer mon jardin, il voit la Terre comme elle était il y a 27 millions d'années. Ce qui du coup lance une interrogation, c'est quand on nous parle des extraterrestres qui viendraient voir la Terre, de me dire pourquoi des mecs dépenseraient une énergie de dingue avec une technologie de fou pour venir voir un endroit parfaitement inhabitable et inhospitalier, puisqu'il le verrait avec 27 millions d'années d'écart. Voilà, moi, ça fait partie des interrogations que j'ai sur certains objets, par exemple. Alors, est-ce que je suis le seul dans la bande à l'avoir, ou est-ce que ça fait partie des questions que vous vous posez des fois en regardant? Et Je le vois seul. Mathieu qui dit t'es le seul. Alors non, si ça peut te rassurer, en tout cas pour Non, moi, non. t'es pas le Ah non, mais seul. ça m'inquiète pas, hein. Je te On rassure, a, on ça a senti m'inquiète. une légère angoisse quand même, David. On va pas Non, te- non, j'ai un suivi psychologique Ouais, régulier, t'inquiète voilà. pas, non, non, c'est très équilibré. Non, non. Bah, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, oui. Et c'est pour ça que j'aime bien, le remote, je m'y suis mis, j'aime bien automatiser. Mais j'aime bien rester aussi à côté de mon télescope, même si c'est automatisé, parce que ça me permet, je surveille un petit peu, puis ça me permet de prendre une paire de jumelles ou un autre instrument pour pouvoir observer en même temps. Parce que je pense que beaucoup de photographes le font, d'avoir un petit stroke à côté ou un autre instrument pour observer. Ça se fait aussi dans les star parties. Et non, moi, je me suis intéressé à l'astronomie bien avant de faire de la photographie, et c'est vraiment l'aspect un peu interrogatif, un peu contemplatif qui me fascine avant tout, quoi. Donc la photographie, c'est qu'un moyen de capter un petit peu de cette interrogation, mais voilà, t'es pas le seul. Donc toi, Mathieu, tu l'as absolument pas. Ça, on est. Si, quand Si, même. mais Ah bon. pas sous cette forme. Je suis un Alors, peu plus sous quelle cartésien, on va forme, dire. justement, tu l'as? Sous quelle forme? Ouais. Bah, je suis assez cartésien. On va dire, tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B qu'il y a des petits bonhommes là-haut. Alors, je pense qu'on est tous un petit peu pareils. Là, moi, la découverte de l'astrophotographie et de l'astronomie aussi en général, c'est de se dire que vu ce qu'on a au-dessus de la tête,
le nombre de milliards d'étoiles, de galaxies, etc., ce serait complètement impensable de penser que nous sommes les seuls à avoir une vie sur Terre. Voilà, c'est ce côté-là. Après, sous quelle forme elle a, etc., Ouais, bon, ça, on est c'est encore d'accord, un autre la débat. question reste ouverte. Oui. Mais voilà, c'est plus ce côté-là que j'ai que de me dire, tiens, est-ce qu'il y en a un autre qui pose son télescope là-haut? Ah non, mais attends, je te prends un exemple d'illustration. Je ne suis pas en Oui, train oui, de penser au mec qui mais est non, non. sur une Moi, planète de M101 en train de la me pensée, regarder. Hein. enfin, de la dire philosophique, peut-être pas, mais c'est plus le côté, voilà, enfin, ce serait complètement fou pour moi, je trouve, de penser que nous sommes les seuls. Bah, si tu veux, Et on parlait de pourtant, ça n'a jamais philosophie. été démontré. Mathieu, quand tu regardes les échelles de ce qu'on photographie, c'est-à-dire la taille de la Mm. moindre nébuleuse en termes d'années-lumière, le nombre d'étoiles qui composent les Ah galaxies, oui. bon, tu es quand même forcé de te poser deux, trois questions sur la relativisation de notre auto-importance Ah bah, dans c'est sûr, l'univers. c'est sûr. Ça me paraît difficile d'y échapper, ou est-ce que vous y échappez? Est-ce qu'il y en a qui y échappent totalement? Mm. Je Aurélien et pense, Mathieu? bah, déjà, là, je me fais dire que vraiment, on est de passage Mhm. sur une courte durée. Et effectivement, si on se projette à une échelle de l'univers et des dimensions que tu évoquais, oui, on n'est rien, on est insignifiant. On est quelques atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Et Insignifiant voilà. et en même temps extrêmement précieux, puisque jusqu'à présent, on n'a pas trouvé l'équivalent ailleurs. Hein. C'est nous qui nous considérons précieux parce qu'on le mentalise, mais Bah, la vie est précieuse, pas forcément l'humain. Hein. Il n'y a pas que ah, l'humain. ça, c'est pas une formule biologiquement, on est juste des êtres bah, du coup vivants, mais Carboné. doués. Ouais, carboné, ouais, c'est une forme de vie, ouais. Mathieu? Ouais, alors, j'essaie de réfléchir en même temps à ce que ça me fait, à ce que ça me fait l'astronomie, et je me disais que quand je traite des images, ou quand je regarde des images, c'est la beauté des couleurs et la beauté des structures à l'intérieur des objets qui va primer, qui va être ce qui va me saisir en premier avant les considérations métaphysiques, spirituelles, poétiques, philosophiques ou astrophysiques. C'est l'esthétique, en fait, qui va me sauter aux yeux et me happer. Et après, quand je fais de l'observation visuelle, alors j'en fais pas chez moi parce que j'habite en ville, mais je vais au club où on a un gros télescope, un 600, et du coup, je suis habitué à faire du visuel avec un gros télescope. Et là, ce qui me plaît, c'est l'aspect technique associé au visuel, c'est-à-dire de pouvoir résoudre des amas d'étoiles et d'avoir le plaisir d'observer des amas d'étoiles en détail, de pouvoir séparer les étoiles, ce genre de choses. Mais là non plus, j'ai pas une espèce d'échappée philosophique ou spirituelle. Je reste sur un plaisir technique associé au visuel. Euh, voilà ce qui me vient un petit peu Un comme ça. rapport très esthétique et presque contemplatif finalement à la beauté de ce qu'on peut observer Ouais. Et à la fois mélangé avec la technique aussi avec la pour ce qui technique. concerne l'observation visuelle. Et puis après, les moments où je m'intéresse plus au côté astrophysique, et c'est quand, bah oui, je fais les catalogues sur mon site, ou quand je fais des recherches pour décrire un objet que j'ai photographié. Là, je peux passer des heures à m'intéresser sur un objet d'un point de vue purement scientifique, on va dire. Enfin, ce qui m'intéresse le plus, ce qui me prend le plus au trip, ça reste de contempler la beauté des couleurs, Mm. des structures gazeuses, etc. Ouais. Et au final, tout ce qu'on dit, ça se rejoint un petit peu parce que qu'on apprécie regarder, en apprendre plus sur les objets, essayer de comprendre, se poser des questions, apprécier les belles couleurs. Bah, c'est un petit peu comme la personne qui a jamais regardé dans un télescope et à qui tu montres la Lune ou Saturne. Saturne, Je ouais. connais personne qui, en voyant ça pour la première fois, n'est pas juste scotché, qui trouve ça Ouais. magnifiquement beau, en fait. Et alors, c'est pas de moi, donc je le cite, mais je conseille à ceux qui sont intéressés par ces questions de lire les bouquins d'Hubert Reeves, qui est pour moi une référence sur ces questions-là. Et je trouve qu'il a une belle formule, c'est-à-dire que tout le monde connaît le fait qu'on ait des poussières d'étoiles et qu'on est constitué d'atomes qui autrefois étaient dans des étoiles, dans les astres. Rien que ça, déjà, quand les personnes qui ne le savent pas, quand on leur dit la première fois, ça fait un choc. Mais du coup, le fait d'être des poussières d'étoiles, on regarde d'autres étoiles, et comme ce que dit très bien Hubert Reeves, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on est des créations de l'univers. Donc, en quelque sorte, on est l'intermédiaire par lequel l'univers prend conscience de lui-même.
Et je trouve la formule assez jolie. Et au final, qu'on apprécie les belles couleurs, le spectacle, regarder la Lune, Saturne, des galaxies très lointaines, bah, tout ça, au final, ça renvoie un petit peu aux mêmes interrogations. Est-ce que c'est pas un peu narcissique? Oui, parce que du Non, coup, on c'est s'auto-regarde. au contraire, parce que ça, pas narcissique, parce qu'au contraire, ça renvoie à la dimension qu'on n'est vraiment rien du tout dans cette immensité. Mais, comme disait tout à l'heure, on n'est pas insignifiant dans le sens où on arrive, voilà, c'est une manière pour l'univers quelque part de prendre conscience de lui-même. Si on pousse ce raisonnement jusqu'à l'absurde, tu nous dis qu'on ne fait pas d'astrophotographie, on fait des selfies. Mais alors, c'est beaucoup d'emmerdes techniques pour faire des selfies, notre affaire, quand même. C'est de l'astroporn. Eh ben, on va conclure le débat sur cette belle formule. Je serais curieux quand même, pour ceux qui nous regardent, que vous nous disiez un peu si le fait de pratiquer l'astrophoto ou l'astronomie vous amène à au genre de questions qu'on a évoquées ou des réactions que les différents chroniqueurs ont pu évoquer. Et on va passer immédiatement à l'alignement polaire pour revenir à des notions plus terre à terre. Ils sont HASOLRVB, ils sont anti-pollution lumineuse, bref, ils sont une préoccupation constante de l'astrophotographe moyen, les filtres. Lesquels utiliser en quelles circonstances, lesquels sont à éviter s'il y en a, lesquels font partie de votre ou vos setups, messieurs, nous aimerions aujourd'hui votre éclairage sur ce sujet souvent sensible. Bah déjà, est-ce qu'on parle que de ciel profond ou de planétaire? On va s'arrêter au ciel profond. D'accord. On va s'arrêter au ciel profond, on fera une émission spéciale pour ne parler que planétaire, parce qu'on en parle peu jusqu'à présent, c'est vrai. Bah, sur les filtres pour le ciel profond, je pense que la base que tout... Alors, après, il y a un gros développement en ce moment des caméras couleurs, des capteurs couleurs. Donc, ça réduit aussi le nombre de filtres, puisqu'on peut aller faire du... Il y en a d'autres qui en parlent beaucoup mieux que moi parce qu'ils en ont des filtres tri-band, dual band pour faire aussi un petit peu de narrowband avec les caméras couleurs. Sinon, pour les caméras monochrome classiques, l'indispensable est l'RGB, luminance rouge, vert, bleu. Et puis après, si on est un petit peu joueur, on peut s'équiper aussi de filtres interférentiels, avec une très faible bande passante dans les raies spécifiques d'émission, le H-alpha, le O3, le S2 pour les nébuleuses. Mais je laisse peut-être les autres rebondir aussi sur le... Mais alors, entre 7 et 3 nanomètres, vers quoi on peut se diriger? Quelles sont les circonstances qui amèneraient à prendre plutôt l'un que l'autre? On parlait des filtres, je parlais des filtres anti-pollution lumineuse qui peuvent être particulièrement intéressants pour les caméras couleurs. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux spectateurs là-dessus? Alors, je ne vais pas spécifiquement là donner des conseils par rapport au filtre en lui-même, c'est plus aussi par rapport à le set qu'on va prendre. Quand je parle de set, c'est celui qui va imager par exemple avec une caméra monochrome, donc en LRVB SHO, et qui a une roue à filtre. Il a tout intérêt quand même, de préférence, à prendre des filtres soit de la même marque, soit en tout cas de la même épaisseur. Pourquoi ? Parce que ça paraît tout bête, mais à partir du moment où on vient guider, par exemple, avec un diviseur optique, si on a des filtres qui vont avoir des épaisseurs différentes, à ce moment-là, le point de focus sera différent sur tous les filtres, et donc on va perdre la mise au point derrière au niveau de la caméra de guidage. Donc ça, c'est un peu tout bête. Sur les réfracteurs, tu l'as un peu quand même. Mais... Oui, on l'a un peu quand même. Mais oui, vaut mieux que ce soit homogène quand même. Mais vaut mieux quand même qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau de l'épaisseur du filtre afin d'éviter de perdre le focus sur le diviseur optique, parce que c'est quand même dommage, on va dire, de tout automatiser, roue à filtre, diviseur optique, la monture. Et puis pendant une nuit, en fait, on s'aperçoit qu'on veut faire par exemple du H et puis du LRVB pour une galaxie. Si le H, on va dire, a une épaisseur différente des autres filtres LRVB, on va perdre complètement en fait derrière le guidage, le point de focus au niveau du guidage, et ça va guider n'importe comment. Donc, c'est plus un aspect technique, on va dire, plutôt qu'un filtre spécifique à choisir. Après, au niveau des marques, on a tous des marques, je pense là, qui ressortent un petit peu. Au niveau des filtres anti-pollution, par exemple, moi je sais que j'aimais beaucoup les IDAS,
que j'ai toujours. Et les IDAS, c'est vraiment une fabrication japonaise qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc, pour les caméras couleurs, ils en ont sorti, c'est vraiment pas mal. Pour du LRVB SHO, bon, moi je privilégie en fait la même marque pour tous les filtres. Comme ça, au moins, on est sûr de pas trop se planter justement par rapport à ce back focus. Et quelle marque, si c'est pas indiscret? Alors, moi, je suis sur Bader, malgré, je sais que certains ont eu des soucis, certains même présents ici ont eu des soucis. Mais bah, écoute, moi, je n'ai pas eu spécialement de problème. J'ai eu au début les SHO en 7 nanomètres et je suis passé là en 3,5 et 4,5. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, tout dépend d'où on image. Pour chez moi, je ne suis pas sûr que ce soit non plus un gros problème. Pour chez Mathieu, je pense que c'est déjà plus justifié, par exemple, d'avoir ce genre de bande passante. Je veux Voilà. dire, quand on a plus de pollution lumineuse, il vaut mieux Oui, choisir plus c'est fin, ça. quoi. Ouais, voilà. Oui, oui. Plus on a de pollution lumineuse, plus il faut que la bande passante soit fine. Bon, je- j'en suis content, moi. Franchement, j'en suis content. Il n'y a pas de souci. J'ai du signal. J'ai pas eu de problème par rapport à ça. Donc, voilà, moi, je suis chez Bader. Euh, il y a d'autres filtres qui sont très, très bien, beaucoup plus chers aussi parfois. Mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, moi, j'en suis content. Je suis chez Bader aussi, j'aurais pu être chez Astronomique. Bon, il se trouve que j'ai cherché l'homogénéité, j'ai choisi simple, c'est efficace, ça fonctionne. Il y a un facteur limitant, c'est aussi le budget. Oui. La taille des filtres impacte beaucoup le budget, donc, parce qu'on peut parler de la taille des filtres aussi en fonction de son optique. La finesse, enfin, comment dire, la bande passante étroite, c'est cher aussi, hein. Donc, si vous prenez des grands filtres avec des bandes passantes très étroites, ça commence à faire un budget conséquent. Donc, Bader, pour moi, c'était un bon rapport qualité-prix. Ça fait le travail, quoi. Je rejoins ce que disait Mathieu sur le fait d'avoir des filtres de même épaisseur pour la caméra de guidage et puis aussi pour le back focus du correcteur ou du réducteur, du correcteur de champ qui peut être modifié selon l'épaisseur du filtre. Je rejoins tout ce qui a été dit de manière générale. C'est vrai que quand on veut acheter des filtres, il y a une question de rapport qualité-prix qu'on va chercher. On a un budget et à partir de là, c'est ça qui va déterminer en gros si on part soit sur du Astrodon Chroma, qui sont, on va dire, dans le tip-top, tant en termes de transmission qu'en termes de halo sur les grosses étoiles et puis en termes de respect de la bande passante et de respect de la parafocalisation aussi. Ou alors on va partir sur Astronomique Bader qui vont être le niveau d'en dessous à peu près dans les mêmes gammes de prix. Et puis après, il y a les Chinois qui de plus en plus font des filtres qualitatifs. Ça se faisait pas trop il y a quelques années, hein. Quand on prenait des filtres chinois il y a quelques années, c'était vraiment, vraiment pas ça. Il y a Zwo qui ont commencé par en faire une première série qui s'est révélée bon, pas très qualitative. Et puis ils ont sorti quelques années une deuxième série qui était déjà d'un niveau bien plus sérieux, qui arrivait proche de celui, voire équivalent à celui des Bader ou des Astronomiques pour le coup, pour un prix inférieur. Et plus récemment, la marque Antlia, dont beaucoup d'astrophotographes s'équipent, qui propose des filtres à bande très étroite, 3 nanomètres, qui sont relativement qualitatifs, même si ne sont pas au niveau des Astrodons ou des Chroma, qui finalement sont la même marque, Astrodon et Chroma. Mais ils ne sont pas au même prix. Mais ils ne sont pas au même prix non plus. Voilà, et ils sont d'un rapport qualité-prix déjà très, très honorable, franchement. Voilà. Après, comme disait Aurélien, bah oui, la question de la taille. La question de la taille qui va être influencée par la taille du capteur, évidemment. Plus on a un grand capteur, plus il faut des grands filtres. Et puis par le FD de l'instrument. Donc en fait, quand on choisit des filtres, il faut bien faire attention à cette combinaison entre la taille du capteur et le FD de l'instrument, puisque pour un même capteur à FD5, certains filtres vont passer, mais ne passeront plus à FD4, par exemple, pour une même taille de capteur. Donc ça, c'est important d'y penser quand on achète des filtres. La bande passante, pour rejoindre ce que disait Mathieu, oui, c'est vrai qu'en zone polluée, c'est bien d'avoir des filtres très sélectifs, forcément, puisqu'on a plus de lumière parasite qu'on veut éliminer.
Maintenant, quand on regarde au Chili, sur les setups dont s'équipent parfois des astrophotographes qu'on pourrait qualifier de semi-professionnels, ils ont quand même des filtres à bande serrée alors qu'ils sont au Chili, donc il n'y a pas de pollution lumineuse. Ce qui veut donc dire que le fait d'avoir des filtres à bande très étroite n'est pas conditionné que par la pollution lumineuse, mais aussi par le désir de ne sélectionner que la bande passante précise de ce que l'on veut photographier. Alors, je pense à du 3 nanomètres, mais il y a finalement un débat dont j'avais déjà ou entendu parler qui disait que ça pourrait être intéressant d'avoir du 5 nanomètres plutôt que du 3 Mm. quand on est sous un ciel noir, afin, par exemple, dans la raie H-alpha, de capter en même temps une autre raie qui est celle, me semble-t-il, de l'azote, et N2, ouais. qui est très proche de la raie H-alpha et qu'on peut capter quand on a du 5 nanomètres, ce qui renforce du coup le signal sur les images prises avec ce filtre. Alors peut-être que des puristes vont dire, bah non, moi je préfère n'avoir que le H-alpha et ne pas avoir le N2, par exemple, et donc opter pour du 3 nanomètres. Et puis d'autres vont dire, bah moi je préfère avoir plus de signal et opter pour le 5. Bon, en tout cas, moi c'est vrai que je ne me pose pas trop la question, je suis sur du 3,5. Avant j'étais sur du 3 en astrodon, parce que je suis en ville, que forcément, la question ne se pose pas. Alors après, on peut parler des filtres anti-pollution, mais là, moi, je ne connais pas trop parce que je n'ai jamais utilisé. Donc peut-être, Mathieu a parlé des IDAS. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un filtre anti-pollution par rapport à un filtre narrowband à bande serrée? Est-ce que ça peut dire que ça fonctionne sur le même principe de rejet de Oui. certaines... Ouais. En fait, les IDAS, les premiers, ils étaient anti-pollution, principalement par rapport à la raie sodium, qui était la principale raie émise par les lampadaires. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu la plupart des villes ont fait des changements de plan, à savoir, ils ont remplacé tous leurs lampadaires à la raie sodium par des LED. Et là, donc, c'est vraiment la grosse question qui se pose. Un filtre anti-LED, c'est un filtre qui filtre tout. Donc, donc là, il y a eu de gros soucis. Alors, ils essaient en fait de filtrer uniquement, du coup, le rouge, le vert, le bleu, mais une petite partie de l'arrêt pour essayer de diminuer un petit peu ces effets de pollution lumineuse dus aux lampadaires LED. Après, enfin, je rejoins entièrement Mathieu quand il disait le respect au niveau de la bande, parce qu'effectivement, en fonction de l'optique qu'on a, il peut y avoir un décalage de cette raie, notamment sur les télescopes rapides. Ils appellent ça même du shifting pour les filtres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage au niveau de cette raie. Et du coup, ils essayent quand même au niveau des filtres anti-pollution de prendre des raies relativement larges pour que ça puisse convenir quand même à tous les scopes, heureusement. Il y a des objectifs photo très Et aux ouverts. objectifs photo, ouais, et aux objectifs photo. Mmh. Mais sinon, après, oui, c'est un petit peu le même principe. Toujours cette raie sodium aussi qui est retirée. Mais malheureusement, les filtres anti-pollution, il faut faire attention principalement, c'est au niveau des galaxies. Parce que ça a tendance vraiment à les bouffer, quoi. Au niveau de la couleur, ça a tendance à les bouffer pour ceux qui font avec des caméras OSC Le jaune, hein. des filtres anti-pollution. Et justement, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui m'échappe un peu. Je vois bien l'intérêt des filtres anti-pollution sur les nightscapes. Quand on fait de la Voie lactée Ouais. sous un ciel sympa, on veut éliminer un petit peu la lumière, la pollution résiduelle et augmenter le contraste sur la Voie lactée. Par contre, autant en ville, moi j'ai l'image en Bortle 7, j'ai jamais utilisé de filtre anti-pollution lumineuse. Alors c'est peut-être parce que je suis en monochrome et que j'ai toujours fait du monochrome, j'ai jamais fait d'APN. Moi, Ça, non plus. j'ai testé un CLS à une époque sur APN. Bah, ça bouffe le jaune, quoi, jaune-vert, et je trouve qu'on perd. J'aime pas du tout, en fait. Le dual triband sur caméra couleur, j'ai testé, en tout cas en traitement. Attention au halo sur les étoiles, parce que entre le rouge et le bleu, il y a un gap, hein, il y a un trou, et du coup, Il y a de bons filtres qu'on peut recommander en triband ou quadriband moi, je recommande rien, je suis anti-filtre, anti-pollution. D'accord. Après, on voit les images passer. C'est vrai que les mecs font des passes avec un filtre à l'extrême sur une caméra couleur, et puis après, ils extraient le canal, ils extraient l'H-alpha du canal rouge, et puis Ouais. le O3 du canal bleu, et puis après, ils refont un montage HOO, par exemple, et puis ensuite, ils font des poses sans filtre pour avoir les étoiles RVB, et puis hop, ils font une image HOO RVB qui peut être tout à fait sympathique et très proche de ce qu'on peut obtenir avec une caméra monochrome, à la différence près de, 1, la sensibilité, et 2, la résolution.
Il ne faut pas oublier de séparer les canaux, hein, effectivement. Ouais. Ouais. Puis Jean- les Jean- débaillérisations sauvages, voilà quoi. Ouais. Jean-Baptiste, on t'a pas entendu là-dessus? Moi, j'utilise pas de filtre anti-pollution lumineuse. Alors, j'en ai utilisé à une époque quand j'étais à l'APN, mais il n'y avait pas encore les IDAS et autres qui sont beaucoup mieux. Moi, j'étais sur un Orion Skyglow qui filtre un petit peu la pollution lumineuse, mais c'est vrai que c'est vraiment adapté pour les nébuleuses. Pour les galaxies, j'avais essayé une fois, c'est l'horreur, ça fout en l'air les couleurs, la calibration derrière est très compliquée à retrouver. Par contre, pour les nébuleuses, ça donne de très bons résultats. Donc ça, et ça assombrit vraiment le fond de ciel. Donc il y a un vrai gain. Pareil, c'était donc caméra couleur, évidemment. Ce qu'on n'a pas dit sur les filtres plus ou moins fins aussi, c'est que on ne va pas forcément gagner de signal en H-alpha, par exemple, en prenant on va prendre un 6 au lieu d'un 3 pour avoir plus de signal H-alpha, parce que le signal est le même, c'est juste que c'est plus restrictif. Là où ça fait une grosse différence, alors après, moi j'ai du 7 et j'ai du 7 au 3. Entre le 7 et le 3, oui, il y a une différence vraiment sur la mise en valeur des objets, et c'est surtout ce qui joue. Entre 7 et 3, ça se voit beaucoup. Entre 5 et 3, ça se voit quand même moins, mais ce qui joue plus, c'est la taille des étoiles. La taille des étoiles sont des étoiles vraiment très, 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 très ponctuelles, très, très fines. Une bande passante plus restrictive, donc 3 nanomètres, c'est parfait pour avoir vraiment éteindre un petit peu les étoiles. Ça se voit beaucoup entre le 3 et le 7, notamment. On voit que les étoiles prennent tout de suite un peu dans mon point. Donc tout dépend ce qu'on aime aussi. Moi, j'aime bien être plus restrictif sur les étoiles en SHO. Et puis, pour faire le lien avec avec la rubrique précédente, s'intéresser aux objets, arrivé une fois la question de quelqu'un qui a photographié une galaxie très lointaine avec du H-alpha et qui s'étonnait de ne rien avoir. Et oui, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'avec la distance et compte tenu du redshift, en fait, l'arrêt H-alpha, elle se décale. Et donc, si tu as un filtre trop restrictif, tu ne peux pas capter le H-alpha sur certaines galaxies au-delà d'une certaine distance. Donc, je ne me rappelle plus, mais il faut déjà avoir un bon gros télescope pour aller chercher du signal, faire des pauses H-alpha sur des galaxies très très lointaines comme ça. Mais ça faut y penser. Alors, moi, je vais rebondir aussi uniquement sur ce qu'a dit JB. On n'en parle pas parce que là, on parle uniquement des filtres pour les caméras d'imagerie. Mais il faut aussi tenir compte parfois du verre qu'il y a devant la caméra, et notamment au niveau des caméras de guidage. Ils conseillent les filtres infrarouges sur les caméras de guidage pour une raison toute simple, c'est qu'effectivement, ça permet de rendre les étoiles moins baveuses. Donc, je sais que ZWO, au niveau de ses caméras de guidage, au niveau du petit filtre, c'est pas du filtre, c'est de la... Du hublot. Le petit verre de protection. Hein. Oui, du verre de protection. Et du coup, il faut prendre un filtre IR-cut pour associer à la caméra de guidage pour permettre, on va dire, d'améliorer un petit peu son guidage. Voilà, ça c'est un petit truc déjà qu'on peut donner aussi sur les caméras de guidage. Et deuxième erreur que j'ai déjà lue, c'est qu'on n'associe pas deux filtres l'un derrière l'autre. On n'en met qu'un. Parfois, il y en a certains qui veulent rajouter des filtres. Ça, j'ai pas vu ça encore. Ça doit être original. Oui, je pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un filtre, déjà, ça va venir modifier donc le rayon lumineux. Mais si on en met deux, j'ose même pas savoir ce que ça va donner au niveau du résultat final. Alors, tu peux le faire. Attention. Mais il faut bien savoir ce que tu fais. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Il y en a qui le font, notamment certains, alors pas des filtres interférentiels, parce que là c'est sûr qu'il n'y a rien, mais en combinant certains filtres, tu peux mettre je pense on l'a vu passer cette semaine d'ailleurs, c'est une photo je crois que c'est Sébastien Voltaire. Voltner. Sur la queue de sodium de mercure. Et en fait, il l'a fait avec un filtre qu'il a bricolé lui-même en combinant 2 ou 3 autres filtres. Je sais que Jean-Luc Dauvergne aussi l'a fait, mais c'était pour du planétaire. Là. Donc peut-être que ça se fait plus en planétaire justement pour aller chercher quelques bandes vraiment très spécifiques. C'est vrai qu'en ciel profond, il n'y a pas trop d'intérêt a priori. Et pour finir, ne pas oublier aussi de modifier légèrement le back focus en fonction de l'épaisseur de son filtre. Oui. S'il y en a un à respecter.
Parce que Voilà. c'est faut enlever un tiers de C'est- l'épaisseur du filtre. Hmm. C'est ça, donc, Alors, vu qu'on enlève un tiers, il faut le rajouter après voilà. au niveau du back focus. Voilà. Ce que j'adore avec ce hobby, c'est que c'est d'une simplicité folle. On va clore là le débat. Et merci pour vos éclairages. On va passer immédiatement au Pletsolve. Donc la période est agréable pour prendre l'apéro, mais assez pénible pour l'astrophotographus simplex, qui voit la durée des nuits reniée à l'extrême, et ça ne va pas s'arranger avant le mois de juin, je précise pour les plus incultes. Mais pour garder le moral, Jean-Baptiste va nous proposer aujourd'hui un objet céleste vers lequel tourner nos télescopes en priant pour que nous ayons de nombreuses nuits consécutives. C'est encore la belle saison des galaxies. Alors, c'est vrai qu'il y a le choix. Il y en a dans la Vierge, il y en a dans le Lion. Je crois que Aurélien, la dernière fois, nous en avait présenté dans le Lion. Donc là, on va partir un petit peu plus à l'est pour celle-là. Alors, ça ne manque pas. Il y en a une foultitude dans la Vierge, dans la chevelure de Bérénice. Et celle que je vais vous présenter, elle se trouve justement dans la chevelure de Bérénice, alors qu'une région comme la Vierge, extrêmement riche en galaxies, on peut pointer son télescope à peu près n'importe où dans la constellation. On est à peu près certain d'avoir quelques galaxies dans le champ. Alors, j'ai pas pris la plus connue. La plus connue, c'est sûrement M64. Dans Coma, il y en a d'autres qui sont très belles, la galaxie de l'Aiguille. Il y a l'Ama Coma aussi qui est très très beau et qu'a fait Mathieu il n'y a pas longtemps sur une superbe image. Moi, celle dont je voulais vous parler, c'est une de celles que je trouve vraiment les plus belles tout court du ciel, même si elle n'est pas immense, c'est pas Andromède, hein, mais c'est NGC 4725. Qui est une superbe galaxie assez colorée en plus. Donc, on a la particularité d'avoir un seul bras spiral. Donc, ça lui donne une structure centrale qui ressemble à une galaxie annulaire, mais ce n'est pas une galaxie annulaire, c'est une galaxie spirale avec un seul grand bras. On le voit très bien d'ailleurs sur les images fait par un télescope, je ne sais plus lequel, mais de l'ESO en infrarouge. On voit vraiment la structure interne du bras spiral, c'est assez remarquable. Et puis, ce bras spiral, il s'enroule, alors il forme un anneau, on a l'impression qu'il forme un anneau à l'intérieur de la galaxie, et puis il s'étend, et puis il finit par faire tout le tour de la galaxie, et ça donne une morphologie qui est assez spéciale, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur énormément de galaxies. C'est une galaxie qui a une taille raisonnable avec un APS-C et 600 mm de focale. On peut déjà la faire très bien. Elle a l'avantage d'avoir quelques belles galaxies à proximité, NGC 4747 et NGC 4712 pour les principales, qui sont vraiment très belles. Donc on peut la faire dans une vue un petit peu globale avec les petites galaxies à proximité. Il y en a une d'ailleurs qui est, je crois que c'est NGC 4747, qui est aussi victime des interactions gravitationnelles avec NGC 4725, donc qui est assez déformée, qui a une structure aussi très atypique, et puis NGC 4712, je crois, qui est beaucoup plus lointaine, donc elle n'a rien à voir avec l'objet, où on peut la faire avec une focale plus importante et essayer d'aller chercher du petit détail. Il y a beaucoup de petits détails dans les bras et dans le noyau, dans le bulbe de la galaxie, avec des bandes de poussière, avec des zones H-alpha. Donc là, voilà, c'est une galaxie, je crois, qui est aussi à sursaut d'étoiles. Donc il y a un intérêt, voilà, d'aller prendre un filtre H-alpha pour celle-là, parce que oui, vraiment, il y a des belles choses à aller chercher. Des bandes de poussière, des bras spiraux qui sont un bras spiral, pour le coup, qui est bien dessiné. Donc ça donne ce genre d'image. Moi, ça, c'est celle que j'avais faite avec la TSA et avec une caméra Attic One, donc un capteur pas très grand. Mais on voit qu'on a déjà de quoi faire on voit déjà ces trois galaxies dans le même champ, assez bien déjà résolu. Donc en montant un petit peu en focale, ça doit être super sympa de se concentrer sur NGC 4725. Et pour reboucler avec le premier sujet de l'émission, comme quoi tout est lié, c'est pas fait exprès, mais ça m'y fait penser. Tout est dans tout et réciproquement. Voilà, l'intérêt de
de se renseigner avant et d'aller voir des images aussi avant. Et là, je ne donne pas de leçon parce que je me suis fait avoir pour ma première image. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une galaxie où il n'y a pas besoin, les nuits sont courtes, il n'y a pas besoin d'énormément de temps de pause. Alors, c'est comme toujours, c'est bien de faire le plus possible parce que ça permet de mettre en évidence le bras extérieur qui est assez ténu, qui est assez diffus. Et plus on va poser longtemps avec un ciel bien noir, pas de lune à côté évidemment, plus on va mettre en évidence ce bras-là et plus la photo sera intéressante. Pareil pour la petite galaxie au-dessus qui est déformée, il y a une traînée d'étoiles qui se dessine et où il faut poser un petit peu plus, mais dans l'ensemble, une bonne dizaine d'heures, ça va déjà suffire pour faire quelque chose de très très bien. C'est une galaxie qui est assez colorée, donc c'est aussi sympa avec des temps de pause assez courts, même en bin 2, la couleur elle ressort bien. Et si on veut être un petit peu plus joueur, qu'on a un peu plus de temps devant soi et qu'on a aussi des filtres interférentiels, eh ben, elle est à proximité, cette galaxie, je le montre sur l'image qui est ici, mais elle est à proximité d'une nébuleuse qui s'appelle LOTR5. Alors, je ne sais pas si elle a un autre nom, mais je n'en ai pas trouvé, qui est très visible en O3 et sur la couche bleue aussi, sur la couche bleue et sur la couche verte déjà en RGB. Elle est vraiment à proximité immédiate de la galaxie. Donc, soit vous avez une petite focale et un capteur moyen plus, et vous pouvez tout faire en une fois, soit vous pouvez faire une petite mosaïque. Et ça permet de faire une perspective comme ça sur les objets avec une nébuleuse planétaire qui est finalement aussi grosse en taille apparente que la galaxie, très colorée, vert-bleu. Et puis la galaxie elle-même derrière qui est beaucoup plus lointaine. Et ça fait une très belle image. Et moi, je me suis fait avoir la première fois parce que je m'étais concentré sur la galaxie, et puis Nicolas Kizilian, peu de temps après, avait sorti l'image avec la nébuleuse planétaire. Et s'est dit, bah voilà, si je m'étais renseigné un peu avant, je l'aurais fait du premier coup. Mais du coup, voilà, je me suis remis 2-3 ans plus tard pour la faire. Et franchement, il y a de quoi faire plaisir pour tout le monde. Pour ceux qui aiment les nébuleuses planétaires, c'est sympa. C'est une grosse nébuleuse planétaire. Et les galaxies, évidemment, là, il y a de quoi faire aussi. Donc, un très bel objet, moi, je trouve, et qui est un petit peu moins fréquent que les M64 ou NGC 4565, qui sont un peu dans la même région. Et on la voit moins, mais moi, je la trouve très belle, cette galaxie. Eh ben, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour ce bon conseil, parce que ma foi, je vois que même à 400 de focale, par exemple, on arrive à avoir la galaxie dans le champ et la nébuleuse pas loin. Enfin, donc, ceux qui ont des petites focales et qui en ce moment sont un peu frustrés peuvent éventuellement aller taper dans cette zone. Bah, les garçons, merci beaucoup pour cette émission. Et puis, je vous retrouve très vite soit pour la spéciale traitement, soit pour l'émission classique du mois de juin. Merci David. Merci. Ciao. À bientôt.